Turkish Airlines presents Business Africa. Bonjour et bienvenue dans Business Africa, avec moi, Ronald Kato. Cette semaine, les exportateurs paniquent alors que l'AGOA est prolongée seulement d'1 an. Nous nous demandons si c'est le moment pour l'Afrique de se tourner vers une solution maison, la zone de libre-échange continentale. À la recherche de l'or, mais qu'en est-il de l'effet de levier? Les producteurs africains peuvent-ils aller au-delà du simple revenu en devises et transformer leurs réserves en actifs stratégiques pour le développement? Assoiffées et en expansion, les villes africaines font de plus en plus face à des pénuries d'eau, alors même que leur population continue de croître. Nous faisons le point sur la sécurité de l'eau et l'urbanisation. Merci de nous rejoindre. Les gouvernements africains se préparent à la fin de l'AGOA, un accord commercial préférentiel avec les États-Unis. Cette initiative avait déjà perdu de sa signification à cause des tarifs, des perturbations des chaînes d'approvisionnement et du protectionnisme. Si la fin de l'AGOA est un coup dur pour les exportateurs africains, c'est aussi une occasion pour les gouvernements de construire une stratégie commerciale qui exploite la zone de libre-échange africaine, adopte le commerce électronique et réduit les risques géopolitiques. Le reportage de Kunle Babs depuis Lagos au Nigeria. Depuis 5 ans, la créatrice de mode Eniola Akewande expédie des vêtements sur mesure depuis Abuja, la capitale du Nigeria, à des clients aux États-Unis. Elle affirme que l'accès continu au marché américain est déterminant pour la croissance de son entreprise à l'échelle internationale. J'espère que l'accord AGOA sera prolongé au-delà de cette année afin que nous puissions continuer à accéder au marché américain en franchise de droit. L'AGOA, l'African Growth and Opportunity Act, permet à des milliers de produits africains éligibles d'être exportés en franchise de droit. Après son expiration en septembre dernier, Washington l'a renouvelé pour une durée d'1 an seulement. Les économistes avertissent que ce renouvellement de courte durée pourrait ne pas attirer de nouveaux investisseurs ni favoriser la planification à long terme. Ce que le gouvernement doit faire maintenant, c'est d'encourager les investissements à travers la création d'un environnement propice. La capacité du Nigeria à transformer cette opportunité en une croissance durable dépend désormais de l'expansion de sa production au-delà du pétrole. Le temps presse déjà pour des entrepreneurs comme Eniola. Jane Seruwaji Nalunga est une experte du commerce et de l'investissement. Merci beaucoup, madame, pour votre temps. Comment l'AGOA ou son successeur, s'il y en a un, pourrait-il être repensé afin d'apporter davantage de valeur à la fois à l'Afrique et aux États-Unis? À mon sens, une relation commerciale véritablement équilibrée doit se construire sur la confiance et sur les intérêts partagés des deux parties. Elle nécessite un espace réel de dialogue et de négociation. L'AGOA, en revanche, reste un accord essentiellement unilatéral. La priorité est donnée aux intérêts américains et les bénéfices pour les pays africains sont souvent secondaires. Il faut une approche fondée sur la coopération et le respect mutuel. Or, le problème avec l'AGOA, c'est qu'il est accordé mais pas négocié. Pour qu'une relation commerciale fonctionne durablement, elle doit être négociée et refléter les priorités et les aspirations du continent africain. Étant donné l'environnement chaotique du commerce international, est-il désormais temps pour l'Afrique de se concentrer sur la zone de libre-échange continentale? Je pense qu'il est essentiel pour l'Afrique de se tourner vers l'intérieur afin de renforcer le commerce intra-africain, car c'est là que résident les véritables bénéfices. Si l'on regarde les échanges avec l'extérieur, les États-Unis, l'Union européenne ou la Chine, ils concernent principalement des matières premières comme le café ou le thé. Pourtant, nous avons des opportunités en interne pour développer le commerce de produits à plus forte valeur ajoutée. Et c'est cela que nous devons d'abord utiliser pour renforcer notre commerce intra-africain, mais aussi pour consolider notre capacité à négocier avec des partenaires extérieurs.
Il ne s'agit pas de nous isoler de l'économie mondiale, mais de nous permettre de parler d'une seule voix, y compris au sein de l'Organisation mondiale du commerce en tant qu'Union africaine. Aujourd'hui, nos pays négocient encore individuellement. Le Kenya négocie avec les États-Unis, par exemple, et le rapport de force reste déséquilibré. Vous parlez de pays qui optent pour des accords commerciaux bilatéraux. Comment les gouvernements africains devraient-ils aborder les négociations avec des partenaires plus grands et plus développés? Aujourd'hui, on constate que le Kenya négocie seul avec l'Union européenne ou les États-Unis plutôt que de le faire en tant que membre de la communauté des États d'Afrique de l'Est. Les résultats sont déjà clairs. Le Kenya va faire énormément de concessions. Et lorsque le Kenya concède, puisque nous avons un tarif extérieur commun, un protocole de marché commun, et parce que nos frontières sont poreuses, c'est comme si tous les autres États membres de la communauté perdaient aussi. Selon moi, l'approche devrait être d'abord de négocier en bloc, mais aussi de renforcer notre capacité à négocier. Je regardais récemment les négociations entre les États-Unis et le Kenya. Des phrases comme « nous allons faciliter le commerce agricole » signifient en réalité qu'ils vont supprimer toutes les barrières aux importations américaines au Kenya. Nous devons donc renforcer notre capacité à négocier. Nous devons fixer des lignes rouges basées sur nos aspirations. Madame Jane Nalunga, merci beaucoup pour votre temps. Merci Ronald, merci beaucoup. L'or a bondi de 65% en 2025. Cette hausse s'est poursuivie en 2026 et les principaux producteurs africains en profitent largement. L'Afrique produit plus d'or que tous les autres continents, mais ce métal est encore considéré uniquement comme un générateur de devises étrangères plutôt que comme un levier stratégique pour le développement. L'or a atteint des niveaux historiques ces derniers mois, enregistrant sa plus forte hausse depuis des décennies. Pour les producteurs africains tels que le Ghana, cette reprise est une aubaine rare en matière de devises étrangères. Mais ce moment offre également une occasion unique de transformer cette matière première. Je suis favorable à ce que les pays africains conservent leurs réserves d'or. L'or a une valeur équivalente à celle de l'argent et constitue un levier important pour soutenir la monnaie locale. Au Ghana, cette stratégie a récemment porté ses fruits. Nous avons stocké notre or, puis l'avons vendu lorsque les prix ont augmenté, ce qui nous a permis de générer des devises étrangères. Les principaux producteurs d'or africains cherchent à tirer profit de la hausse des prix. Des pays comme le Burkina Faso et le Mali ont augmenté leur production, mais l'Afrique est également la plus grande source d'or illicite, ce qui fausse le marché, enrichit les groupes armés et prive les pays de revenus. Au Sahel, en RDC et au Soudan, d'énormes gisements et mines restent entre les mains de groupes armés. Rien ne justifie que l'Afrique continue d'exporter uniquement des lingots d'or. Nous devrions plutôt nous orienter vers l'exportation de bijoux. Cela permettrait de créer davantage d'emplois pour nos jeunes grâce au développement d'une industrie locale de joaillerie qui ferait travailler notre propre main-d'œuvre. La valeur de nos exportations augmentera puisque nous vendrions désormais des produits finis. Le ministère des Finances du Soudan estime que seules 20 tonnes d'or ont été exportées par les voies officielles sur les 70 tonnes produites en 2025. D'ici à 2050, les villes africaines hébergeront 1,5 milliard de personnes. Mais les investissements dans l'eau et l'assainissement nécessaires pour soutenir les populations, alimenter l'industrie et produire de la nourriture ne suivent pas le rythme. L'Afrique perd chaque année environ 5% de son PIB en raison du sous-investissement et des inefficacités dans le secteur de l'eau. Des files d'attente interminables se forment devant les points d'eau. Femmes et enfants patientent sous un soleil écrasant pour quelques litres de ce précieux or bleu. À Yaoundé, l'eau se fait rare, révélant une crise qui pèse lourdement sur le quotidien. À ce quartier, il y a pénurie d'eau. Parfois, ça ne coule pas. Parfois, on peut faire 2-3 jours, il n'y a pas d'eau. Le Cameroun n'est pas un cas isolé.
Confrontés aux mêmes tensions, plusieurs pays africains se sont réunis au sein de l'Association africaine de l'eau et de l'assainissement. Pendant 4 jours, le 23e congrès de l'AAEA a rassemblé près de 3000 experts dans la capitale camerounaise pour débattre des solutions. Les systèmes intelligents vont venir permettre de bien évaluer et d'identifier à quel niveau est-ce que les pertes sont effectives. Mais l'innovation seule ne suffira pas à sortir 400 millions d'Africains de la précarité hydrique. Des engagements financiers concrets sont attendus. Il ne faudrait plus aller vers des bailleurs de fonds, mais essayer de retrouver des ressources entre nous, entre les acteurs. Donc impliquer la population qui est le bénéficiaire de l'accès à l'eau et de l'assainissement à participer à cet accès-là et à la gestion des infrastructures. À l'issue des échanges, les acteurs africains de l'eau et partenaires internationaux ont signé plusieurs accords majeurs visant à moderniser les réseaux et à développer des infrastructures climat résilientes, capables de faire face à des sécheresses et inondations de plus en plus fréquentes. Et voilà qui conclut cette édition de Business Africa. Je suis Ronald Kato. L'actualité continue à la télévision et en ligne. Au revoir pour le moment. Rendez-vous pour le prochain épisode de Business Africa. Business Africa was presented by Turkish Airlines.